L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va passer en revue un demi-siècle d'histoire de la Maison de la Culture de Grenoble et s'envoler dans les airs à Saint-Hilaire à l'occasion de la 45e Coupe Icare. Et pour parler de ces sujets, je reçois Théo Deblic, vainqueur de la Coupe du Monde de parapente. Bienvenue. Bonjour. À côté de vous, Cyril Chenavas, l'un des speakers officiels de la Coupe d'Icare. Bonjour. Et puis Jean-Paul Angot, le directeur de la Maison de la Culture de Grenoble, la MC2. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. La MC2 qui fête en 2018 ses 50 ans. Elle a été créée, comme beaucoup d'équipements à Grenoble, au moment des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce au sport d'hiver que les Grenoblois ont un équipement culturel de cette ampleur ? En fait, c'est un peu la poule qui fait l'œuf qui fait la poule, parce qu'on peut dire aussi que les Jeux ont été gagnés parce qu'il y avait un volet culturel, en fait. Donc en réalité, c'est les deux. En fait, c'est les 50 ans aussi d'une ville qui se développe grâce à une grande manifestation et qui se dote d'infrastructures, dont la Maison de la Culture. Donc en fait, c'est les deux. Alors, on va voir justement à quoi ressemblait la Maison de la Culture il y a 50 ans. C'est le quartier Malherbe-Villeneuve qui était très peu développé à l'époque. Elle était un peu toute seule au milieu de la pampa presque. Oui, d'ailleurs, c'était l'idée aussi de créer un bâtiment culturel qui reliait la ville nouvelle, la ville olympique, et le centre-ville. En fait, c'était une sorte de pont. C'était ça qui était prévu. Il y avait même une passerelle qui passait du village olympique, de la ville neuve, à la Maison de la Culture, puis qui devait aller jusqu'au centre-ville. En fait, il y avait une idée de relier, en fait, aussi. L'idée de bateau aussi, on la voit là en aérien, c'était un bâtiment imposant pour l'époque. Je pense qu'à l'époque aussi, pour ceux qui voulaient, notamment l'État, c'était de confier à de grands architectes des grands gestes architecturaux. Donc beaucoup de maisons de la culture, ailleurs en France, aussi ont été confiées à de grands architectes, ce qui est le cas de la Maison de la Culture avec André Wojcinski. Je crois que vous avez vu vos premiers spectacles dans cette Maison de la Culture. Moi, je suis un pur produit de Grenoble de ce point de vue-là, parce que mon premier spectacle, je l'ai vu là-bas et c'était un spectacle de Georges Lamothe en 77. Et puis vous avez ensuite intégré la maison pour en prendre la direction il y a 5 ans. Alors il y avait à l'époque une salle étonnante. Moi, je ne connaissais pas ce concept. On la voit là en image, une salle tournante. Oui, il y avait ce qu'on appelait le théâtre mobile. C'était une idée un peu étonnante. C'est que les spectateurs tournaient à l'intérieur d'un anneau qui lui-même tournait. En fait, c'était une double tournante. Et là, ce qu'on voit, c'est la cabine technique qui était en dessus des spectateurs. Elle était fixe. Elle était fixe. Ça marche plus, ça, aujourd'hui Ça a marché pendant un temps, puis après, ça s'est un peu émoussé. Il y avait un problème technique. D'ailleurs, tout ne tournait plus. Et en lieu et place, maintenant, il a été construit un très bel auditorium qui est exactement à l'endroit où était le théâtre mobile dans la précédente Maison de la Culture. On a le théâtre en rond dans l'agglomération, mais il ne tourne pas non plus. Tout à fait. C'est, le concept de la scène mouvante, du public mouvant a un petit peu disparu. Il fallait peut-être prévoir aussi des sacs à la sortie des spectacles, donc ça peut être compliqué à gérer. Est-ce que la configuration de la MC2 aujourd'hui a beaucoup changé par rapport aux images qu'on vient de voir ? Surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un deuxième bâtiment qui a été construit juste à côté, qui est relié par 2 grandes passerelles. Et c'est un peu aussi l'idée de MC2, c'est deuxième époque, il y a une référence évidemment à la recherche, MC2, mais aussi 2 bâtiments. C'est-à-dire que juste à côté, un deuxième bâtiment a été construit qui en lui-même contient des lieux de répétition, des studios de danse et aussi une autre salle de spectacle. Donc en fait, c'est aussi ça qui a... Sinon, le volume initial a été conservé à l'identique. Le geste architectural du début de 68 est le même, y compris même les façades sont les mêmes. On voit là les salles de spectacle, les coulisses de l'équipement. Vous construisez des décors, vous gérez aussi... On a tous les corps de métier autour de la fabrication et de la création de spectacles, comme on dit. Ça, c'est pas des métiers à tisser, c'est les coulisses. Ça, ce sont les 2 sous de scène. Oui, alors vous avez vraiment tous les métiers spécifiques qui sont aussi bien techniques, effectivement... aussi tous ceux qui sont en communication et administratifs. Mais il y a vraiment des métiers extrêmement... son, lumière, plateau, construction de décors, costumes, habillage. Et puis beaucoup maintenant, une nouvelle génération de gens audiovisuels aussi, puisqu'évidemment, on utilise toutes les techniques. Le spectacle a évolué entre 1968 et maintenant. Les techniques de plateau sont plus du tout les mêmes. On utilise beaucoup d'autres dispositifs. C'est plutôt un élément de pointe, en fait, en réalité. C'est un outil où on utilise vraiment la modernité. Ça paraît comme ça ancien, mais en réalité, c'est très moderne à l'intérieur.
On a vu les différentes salles, il y en a 4, je crois. Il y a 4 salles, oui, dont un auditorium donc, qui a été aménagé en lieu et place de ce fameux théâtre mobile qui tournait. Et c'est un très bel auditorium qui est extrêmement réputé, puisque les musiciens du monde entier et en Europe savent qu'ils peuvent enregistrer là avec une grande qualité acoustique. Donc c'est vraiment un endroit extrêmement réputé. Est-ce que ça reste aujourd'hui encore la plus grande scène nationale de France? Hors Paris, c'est le bâtiment le plus important et la structure la plus importante à Grenoble, alors qu'on n'est pas la deuxième ville de France, a priori. Mais dans l'histoire de la construction de ces maisons, oui, c'est la plus grosse maison hors Paris. Vous enregistrez à peu près 250 levées de rideau chaque saison. À peu près, oui. Ça fait beaucoup d'artistes qui ont défilé depuis 50 ans. On a fait un teaser qui monte à peu près tout ce qu'on peut voir. Je crois qu'il y a des images qui défilent. Oui, voilà, pas tous. Bachung qui avait... Oui, ce qui est très étonnant, c'est que... tranche. Tout à fait. À l'inauguration, Alain Bachung était là avec Christophe. Mais c'est surtout la diversité des genres qui sont présentés, puisque du cirque, de la musique, qu'elle soit classique, ça c'est Rokia Traoré et Cher. Vraiment... C'est une proposition artistique la plus large possible. Vous essayez justement d'élargir la base du public qui vient à la NC2. Les maisons de la culture ont souvent une image un petit peu élitiste. C'est facile de changer les choses ? Mais l'image élitiste, c'est un peu comme quand, je vais faire un peu une plaisanterie, c'est un peu comme quand on dit que telle ou telle origine est un peu près de ses sous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est on se rend compte que c'est pas vrai. Donc l'élitisme, c'est bien des idées reçues. Sur des idées reçues. D'ailleurs, on fait une campagne de lancement un peu pour tordre cette chose-là. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évidence à passer la porte. Moi, je crois que notre métier, c'est ça, c'est de dire aux gens, mais attendez, soyez tranquilles, ouvrez, venez regarder, puis après, vous faites votre point de vue. Puis après, si on vous traite d'élitiste, vous passez par-dessus. Il y a plein de gens qui ne vont pas voir le football, c'est pas pour autant qu'on leur fait des remarques désobligeantes si on aime le rugby, par exemple. Donc, en fait, tout ça, c'est un petit peu des a priori, des idées reçues. Elles existent, certes, il ne faut pas les nier, mais en fait, je voyais Serge Papagali, je voyais sa tête défiler, on ne peut pas dire qu'on a affaire à un artiste élitiste. Du théâtre populaire, voilà. Avec Serge Papagali. On le retrouve aussi à la Maison de la Culture de Grenoble. Bon, j'ai vu Charlotte Gainsbourg, Gaëtan Roussel, Cat and Trees, qui sont des concerts de musique actuelle qui viennent un peu en parallèle de votre programmation officielle. Il se trouve que le deuxième bâtiment, a une salle qui est aménageable. On peut enlever le gradin et on peut faire de la musique, ce qu'on appelle musique debout, donc, et qu'on y présente avec RPO des concerts régulièrement. C'est pour ça que certains artistes dont on sait que la jauge est à peu près de 1400, donc un peu inférieur à ce qui pourrait être fait au summum ou supérieur à ce qui pourrait être fait ailleurs, trouvent leur écrin idéal à la Maison de la Culture de Grenoble. Puis ça permet aussi, nous on peut aussi rester 1 ou 2 jours pour répéter, ce qui pour lancer des tournées peut être intéressant. C'est le cas de Charlotte Gainsbourg par exemple. Qui sera là dans quelques semaines. Vous l'avez évoqué, il y a un homme qui a beaucoup compté dans l'histoire de la MC2, c'est un Grenoblois, il s'appelle Georges Lavaudan, metteur en scène de théâtre, très réputé dans ce milieu. C'est lui qu'on voit en photo. Il a été directeur avant vous de la Maison de la Culture dans les années 80 ? Dans les années 70, en fait. C'est là qu'il a pris la tête de la Maison de la Culture, enfin début des années 80, enfin 70, début 80. Et lui, typiquement, je le disais tout à l'heure que moi j'ai vu mon premier spectacle là-bas, et le premier spectacle que j'ai vu, c'est justement un spectacle de Georges Lavaudan qui lui-même est un jeune Grenoblois qui, à l'époque, un peu comme ça, poussé par l'artistique et veut faire du théâtre. Et en fait, la Maison de la Culture est un peu un lieu repère pour lui, un lieu d'essor, un lieu aussi de décollage, sans vouloir faire de jeu de mots par rapport à la Coupe Picard, mais c'est aussi l'endroit qui l'a lancé. Et après, il a une carrière incroyable, puisqu'il a été jusqu'à, il y a une dizaine d'années, directeur du plus grand théâtre de Paris, le théâtre de l'Odéon. Donc c'est là où je disais que la poule fait l'œuf, fait la poule. En fait, le fait d'avoir une Maison de la Culture peut aussi générer des carrières. Et il y en a un autre, on n'en parle pas, mais qui est Jean-Claude Galota, qui est sur exactement la même dimension. Donc c'est pour ça qu'on rend hommage à Georges Lavaudan. Donc, pour ouvrir en fait les 50 ans sur ce trimestre. Ouais, ce sera ce samedi, il sera le chef d'orchestre de cette première soirée, on va dire un peu anniversaire, qui lance plusieurs semaines de commémoration. Qu'est-ce qu'il a préparé pour le public? Là, je pense que d'abord, on va baptiser la grande salle Georges Lavaudan. C'est un peu iconoclaste. Il va passer à la postérité. Oui, c'est un peu iconoclaste de demander à quelqu'un alors qu'il est vivant. Voilà. Donc c'est une chose un peu qui a été une longue tractation, parce que moi je pensais important que ce soit un artiste et que cette dimension-là artistique soit représentée. Et je sais qu'il m'a dit hier soir, on a dîné, qu'il avait l'impression que je lui faisais un énorme cadeau. En fait, c'est lui qui nous fait un cadeau en quelque sorte.
Mais en réalité, il va retracer un peu son parcours, justement montrer d'où il est, ce qu'il a fait et toute sa trajectoire artistique avec la complicité, donc ce qu'on appelle la bande à jour d'un certain nombre d'acteurs, chanteurs. On va retrouver d'ailleurs Serge Papagali dans la bande qui vont dire des textes, chanter, etc. Enfin, et aussi un groupe d'amateurs qui va être présent sur scène. C'est une chose faite spécifiquement pour la Maison de la Culture et pour lancer cet anniversaire en fait. Donc un spectacle inédit donc, à découvrir ce samedi 22 septembre. Il reviendra, en tout cas son spectacle un petit peu plus tard, là, à partir du 6 novembre, La Rose et la Hache, qui est un spectacle, on va dire, un peu historique de Georges Lavaudant. C'est un spectacle mythique puisqu'il a été créé il y a 40 ans, il a été remonté en 2004 pour la réouverture de la MC2, il le reprend encore en 2018 avec les 2 acteurs originaux qui sont lui et Ariel Garcia Valdés, qui est un autre personnage très important dans l'histoire théâtrale grenobloise. Donc au théâtre, c'est rare des choses qui s'inscrivent dans le temps comme ça. C'est le cas de La Rose et la Hache, qui est un spectacle mythique, comme on dit, qui est vraiment un blockbuster, pour employer des termes un peu modernes. Puis il y aura Jean-Claude Galota à la fin du mois de novembre, lui aussi s'installe dans le temps, et à la MC2 qui revisitera aussi ses standards. On aura l'occasion d'en reparler sur cette émission. Je pense qu'on invitera Jean-Claude qui vient régulièrement sur le plateau de Si on parlait. Vous avez aussi, pour cet anniversaire, lancé une web-série. Là, on est plutôt sur les outils numériques du moment. On peut retrouver d'ailleurs les épisodes sur le site de la MC2. Et vous allez voir, ça se passe dans les bulles de la Bastille. Tiens, tu vois le type là-bas? Je crois que je le connais. Lequel? Là, celui qui attend pour traverser. Ah lui, c'est le directeur de la MC2. Il y a un directeur à la MC2? Bah évidemment. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'il en faut un. Il y a toujours besoin d'un directeur, Jean-Cyril. Je croyais qu'il y avait que des artistes à la MC2. Il y a des artistes, mais il y a aussi tout un tas de gens pour les faire travailler. Bah ils sont pas capables de travailler tout seuls, les artistes. Enfin, fais pas la bête. Il y a besoin de gens pour faire tourner la boutique. Bah je croyais qu'elle tournait plus, que le mécanisme était cassé. Ah non, mais je te parle pas du théâtre mobile. Je te parle de l'institution. Faut du personnel. Et ça fonctionne pas tout seul, les machines pareilles, réfléchis. Bah du coup, s'il y a du personnel, le Dirlo lui-même, il a pas grand-chose à faire. Si? Enfin, on est là grâce à qui? Là. Dans la bulle? Oui. Grâce à nous? Bah non, on est là grâce à lui. Qui? Le directeur de la MC2 qui était là à l'instant, il a disparu. Je savais pas. Bah c'est lui qui a dit ok. Ok pour toi, ok pour moi, ok pour la bulle. Voilà, petit extrait, le sketch se poursuit, vous pouvez aller le voir sur le site. Vous avez dit OK à ce concept. OK, mais je trouve formidable ce qu'ils font parce que justement, cette idée de désacraliser, là, elle est vraiment incarnée par ce duo. Et puis le clin d'œil des bulles. En fait, ça dure l'enregistrement, la durée d'une montée. En fait, évidemment, c'est préenregistré comme on le fait, mais c'est en fait l'idée d'une bulle courte, de manière à, comme ça, légender des anecdotes. Bon, là, ils analysent la fonction qui est la mienne, mais je trouve ça absolument super. Il y a Jean-Cyril Vadi et Chloé Schmutz, les deux acteurs qui revisitent à leur façon les 50 ans de la MC2. Bon anniversaire, Jean-Paul, puis longue vie à la MC2. Je ne sais pas si on pourra faire le bilan dans les 50 prochaines années, mais il y a des belles choses qui vont arriver. En tout cas, on a un autre temps fort qui est le 17 novembre, où là, on va vraiment consacrer une journée pour raconter un peu toutes les histoires, parce que le logo de cet anniversaire, c'est 50 ans d'histoire au pluriel, parce qu'en fait, tout le monde raconte l'histoire de la Maison de la Culture, donc c'est pour ça qu'on va consacrer une journée complète là-dessus, le 17 novembre. Voilà, je vous remercie. Alors, elle ne fête pas encore son 50e anniversaire, mais elle s'en approche petit à petit. C'est la Coupe Icare. Elle en est à la 45e édition. Je ne sais pas si vous faites du parapente dans vos loisirs. J'ai eu l'occasion de prendre un deltaplane en 1981. Donc, mon baptême fut ce qu'on appelle comme une espèce de seconde naissance. Il paraît qu'on découvre une chose auquel on ne s'attend pas, et c'est vrai. C'est sublime. Alors, c'est vrai que dans les années 80, c'était plutôt le delta qui prenait le pas sur le parapente, qui n'existait pas encore vraiment. Cyril, maintenant, c'est un peu l'inverse. Les parapentes ont pris le dessus. Vous êtes vous-même moniteur de parapente. Personne n'est parfait. et la Coupe Icare, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le rendez-vous presque mondial pour tous les amateurs de vol libre. C'est la plus grande manifestation de vol libre au monde, ouais. C'est la plus grande manifestation, je dirais même aérienne, quasiment une des plus grandes au monde, parce que par le nombre de pratiquants qui viennent, le public, c'est quasiment 100 000 spectateurs sur 4 jours, donc ce qui est énorme, et puis par le nombre de disciplines représentées.
donc que ce soit la voltige aérienne sous toutes ses formes, que ce soit avec Théo, on le verra tout à l'heure, voltige parapente, Delta, les pilotes de l'armée de l'air, l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui viennent, qui d'ailleurs sont tout juste, viendront fêter à la Coupe Picard leur titre de champion d'Europe encore cette année. On aura la patrouille de France, grande première, on en parlera peut-être tout à l'heure. Le planeur voltige, enfin, et toutes les disciplines, tout ce qui vole est représenté à la Coupe Picard, aussi bien de la montgolfière que du boomerang, tout y passe, donc voilà. 100 000 téléspectateurs en 4 jours, vous avez donné envie à Jean-Paul qui les fait, mais sur une saison. Mais bon, c'est pas le même contexte. Le temps fort et un peu la marque de fabrique, la vitrine de cet événement, c'est le concours de déguisement. On voit là les images de l'an dernier, l'e-carnaval, où le principe est de décoller dans les tenues les plus excentriques possibles. C'est pareil, là, on a un panel qui est énorme. Hein. Des fois, on se dit, d'ailleurs, comment ils font pour décoller. En tant que moniteur, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Et bon, la plupart, il faut savoir que la plupart des pratiquants sont des gens, quand même, qui sont foufous avec la tête sur les épaules. Et c'est pas des suicidaires du tout. Au contraire, ils répètent, ils essayent, mais des fois, vu le gigantisme et le bricolage de certains déguisements, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il arrivera jamais, s'il arrive par miracle à décoller, jamais il rejoindra son terrain d'atterrissage. Là, la poussette, c'était limite. Hein. Il a fallu 2 temps et le ravin était pas loin. Là, oui, c'est vrai que. Mais bon, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on laisse pas non plus voler n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est imposant, des fois, c'est un peu énorme. Mais on a des équipes de moniteurs qui surveillent et qui gèrent aussi au décollage pour la sécurité de tout le monde. Donc voilà. Alors là, on les voit partir depuis Saint-Hilaire-du-Touvet, donc sur le plateau des Petites Roches. Mais évidemment, une fois parti, il faut atterrir et ça se passe en bas à Limbin. Il y a 2 spots, on peut dire, pour la Coupe Picard et un Saint-Hilaire-du-Touvet. Et Limbin, vous officiez depuis une quinzaine d'années en bas, à latéraux. C'est le meilleur endroit pour admirer la Coupe Picard ? Alors, comme tu le dis, effectivement, tout ce qui vole, la physique est stricte, tout ce qui monte finit par descendre un jour. Donc, effectivement, on a un terrain de décollage qui est sur le plateau des Petites Roches et un terrain d'atterrissage qui est sur la commune de Limbin. Alors, le mieux, je dirais qu'il n'y a pas de mieux. C'est un peu 50-50, mon capitaine. C'est que l'idéal, ça serait de voir le haut et le bas. Parce qu'effectivement, en haut, on est près de l'aire de décollage, etc., etc. Pour les gens qui ne sont pas habitués à la montagne, c'est un grand moment d'émotion de voir un peu cette rupture de pente et puis décollera pas. Et l'avantage du terrain d'atterrissage, c'est qu'on voit tout le vol. On voit aussi bien du décollage, la phase de vol et le posé. Donc, je dirais que suivant ce qu'on veut voir, les deux sont bien. Et je conseillerais à tout le monde de faire une journée en haut, une journée en bas. C'est vraiment 2 angles de vue, 2 angles de vision qui sont complémentaires et différents. On ne peut pas trop les dissocier, quoi. C'est difficile. Alors, on voit quelques images justement de toutes les animations qui ont lieu aussi en bas. C'est plus pratique aussi pour accéder. Hein. Là, on est sur la vallée du Grésivaudan, que de monter sur le plateau. Les jours de Coupe Picard, en général, il y a du monde. Il y a du trafic. Voilà, il y a un petit peu de trafic. Théo, c'est un événement important pour vous, la Coupe Picard ? En fait, comme vous l'avez dit, c'est un des plus gros événements aériens du monde. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est dans l'aérien. Donc, pour moi, oui, c'est un événement extrêmement important. Tout le monde est là, tous les pratiquants, tous les fabricants, tout le monde est là pour la Coupe Picard. Les champions se déguisent aussi ou pas ? Alors non, nous, on ne se déguise pas. On est plutôt là pour faire les démonstrations. On montre un peu ce qui est possible de faire et ce que sont les limites du parapente actuel. Bon, ça n'arrête pas, hein, du matin au soir, j'ai envie de dire, les disciplines aériennes. Là, on voit de la voltige. Il y aura effectivement des champions de l'armée présents. Voilà, tout s'enchaîne. Voltige de l'armée de l'air, là, Extra 313 SC. Et il faut savoir que sur 4 jours, il y a une moyenne, des statistiques qui ont été faites. Hein, on n'est pas à 10 vols près, mais en gros, c'est 6400 vols qui sont faits à chaque Coupe Picard. Toutes disciplines confondues. Donc c'est énorme. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est. De 9h, on va dire même de 7h pour les plus courageux qui font le vol du matin jusqu'à la fermeture 18-19h en fonction des conditions, quoi. Parmi ces vols, et c'est une nouveauté, il y aura la patrouille de France samedi en fin d'après-midi qui viendra honorer l'événement. Ouais, première cette année, on les a à la Coupe Picard. Donc il faut savoir que dans l'armée de l'air, il y a plusieurs équipes de présentation. On a parlé de l'équipe de voltige armée de l'air à l'instant. Il y a aussi la patrouille de France. Et c'est une grande première, c'est vrai, cette année, pour les 45 ans. Donc ils viendront samedi soir faire leur démonstration. 17h30, je crois. Hein, exactement, passage, à 5 minutes près. Normalement, c'est assez précis. Oui, mais voilà. L'armée, en général, ils sont pas en retard. Mais bon, même s'ils sont 5 minutes en retard. On n'est pas sur d'autres types de transport. On ne voudra pas. Dans un autre style, et ça fait partie aussi des nouveautés, il y aura des démonstrations de wingsuit depuis le sommet de la dent de crawl. C'est les images qu'on voit là, c'est très impressionnant. Je ne sais pas si on verra bien d'en bas, mais... Alors on les voit généralement sur les vols comme ça, ils sont équipés de fumigènes, donc qui permettent d'un peu de souligner les trajectoires. Et c'est vrai que c'est une grande première aussi à la Coupe Picard. On a déjà eu du largage au wingsuit depuis l'avion.
Mais on en aura d'ailleurs encore cette année. Mais depuis un décollage vraiment naturel, type base jump, c'est une grande première à la Coupe Ils Picard. arrivent à passer le plateau en plus pour ensuite basculer dans la vallée sur la terreau de Limbar. Là. Ça passe pas loin, mais ça passe. Ça passe. Hein. Il faut savoir que les wingsuits, c'est étonnant, ces combinaisons ailées, ça a les finesses des premiers parapentes. Donc ça en est à peu près aux alentours des 3 de Ça finesse. peut vraiment voler. Ouais. Donc ça vole vraiment. Alors, la finesse, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité d'un aéronef à planer. 10 de finesse, par exemple 1000 mètres de perdu verticalement sans ascendance, 10 km parcouru horizontalement. Théo, la wingsuit, c'est une discipline que vous pratiquez? Non, pas du tout. Par contre, là, sur les images, c'était un ami à moi en rouge et j'ai remarqué que c'était celui qui était passé le plus près. Ça m'a fait rigoler. Je le connais bien. Tant qu'il ne touche pas, c'est rigolo. Après, ça reste un sport très, très dangereux. Il ne faut pas se planter, comme d'ailleurs la plupart des sports aériens, même en parapente, Oui. on n'a pas souvent le droit à l'erreur. Oui et non. En fait, mine de rien, le parapente pardonne quand même beaucoup les erreurs. On dit souvent que c'est un peu béni parce qu'il se passe beaucoup de choses en l'air qui devraient mal se passer et qui finalement se passent très très bien. On a le temps de se rattraper. On a le temps de se rattraper, on a de l'altitude et surtout, comparé à la vie de tous les jours, on n'a pas le monde autour. C'est-à-dire qu'on n'a pas à gérer les autres. En vol, on est plus ou moins tout seul, on est responsable de ses actes et on n'a pas quelqu'un qui va nous rentrer dedans ou ce genre de choses, ça arrive très rarement. Donc tout de suite, ça limite beaucoup les accidents. On va dire que c'est beaucoup plus facile. Bon, en plus, vous êtes un champion, vous avez démarré le parapente à 12 ans, je crois qu'on ne peut pas démarrer avant. Légalement. Légalement, ok, on ne va pas rentrer dans l'illégal. Vous avez remporté la Coupe du Monde de parapente acrobatique l'an dernier, en 2017, vous êtes deuxième cette année. Ça consiste en quoi cette discipline? Alors en fait, ça consiste en des figures, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de figures, on en a presque une cinquantaine. Et en gros, on s'élance d'un décollage et quand on arrive souvent au-dessus d'un lac, on a quelques figures à faire et des juges qui nous notent en bas, de haut en bas, donc jusqu'à l'atterrissage sur une barge qui est sur l'eau. Si on peut comparer ça au freestyle pour le ski Oui, alpin, on peut par comparer exemple. ça au freestyle pour le ski alpin ou au skateboard, au BMX freestyle, à toutes ces disciplines un peu freestyle. Tout se joue avec les mains, c'est ça? On Ouais, pilote en fait, avec c'est vos ça, deux... on pilote beaucoup avec les mains, mais aussi avec le corps. Les appuis du corps décident un peu de l'orientation que prend la voile. Donc là, ça ne se voit pas sur les images parce que c'est très fin comme pilotage. On voit beaucoup plus les mains qui bougent, mais l'appui du corps a un rôle aussi. Alors, parmi toutes ces figures, il y en a une ou deux que vous maîtrisez un peu mieux que les autres pour remporter la Coupe du Monde? Alors non, justement, pour remporter la Coupe du Monde, il faut toutes les maîtriser. Il n'y a pas le polyvalent. choix, il n'y a pas de spécialité, il faut tout réussir à faire parce qu'on ne peut pas répéter. Donc il faut être bon partout. Il faut aussi avoir le corps bien accroché. On va voir là sur cette séquence le nombre de tours que vous pouvez faire en quelques secondes. Ouais, en plus là, on prend jusqu'à 8G à chaque tour. Donc c'est de l'instantané, mais ça fait une bonne force qu'on prend dans le corps. Après, c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, je fais ça depuis que j'ai 12 ans, donc je ne vais pas dire que ça votre me fait plus quotidien. rien, mais presque. Voilà. Vous ferez ce genre de démonstration là pendant la Coupe Picard? Exactement. C'est le genre de figure qu'on va voir pendant toute la durée de la Coupe Picard, et je ne suis pas le seul à faire ce genre de figure. On est beaucoup de pilotes qui vont être présents pour montrer un peu tout ce qui est possible de faire en parapente acrobatique. Non, des figures impressionnantes. Je pense que c'est un plaisir de les commenter au grand public, Cyril. L'avantage de la Coupe Picard, c'est pour le public, c'est qu'on a dans chaque discipline, comme je disais tout à l'heure, on a les meilleurs pilotes mondiaux qui viennent, qui se déplacent depuis les 4 coins de la planète, pour peu qu'une planète ait des coins, et qui viennent à la Coupe Picard. Et puis le public, ils attendent ça, quoi. C'est vrai que c'est ultra spectaculaire, comme le disait Théo. Je crois que c'est 14h la voltige parapente samedi et dimanche. Voilà, venez nombreux, venez à la Coupe. Par contre, pour la patrouille de France, petite précision, il passe le soir vers 17h et quelques minutes. Ne partez pas de chez vous à 15h. Il faut vraiment venir. Anticiper. Il faut anticiper, même s'il y a plein de navettes gratuites qui relient entre Chambéry, Grenoble, etc. Ne partez pas, venez pas pour 15h, venez vraiment pour la journée parce que ça va être très difficile au niveau de circulation. Le message est passé. Et puis ça, c'est un petit clin d'œil aux vacances de Théo. Quand il est en vacances, il continue à sortir la voile. C'est la dune du Pilat, c'est au bord de l'Atlantique. En plus, c'était vraiment mes vacances. C'était après la Coupe rien, du Monde, c'était mes vacances, c'est mon plaisir. C'est ma Voilà. passion. Et c'était des petites images bonus pour vous remercier d'être venu sur ce plateau. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. On parlera notamment de boules lyonnaises. Il y a un match de l'équipe de France ce samedi à Saint-Égrève, de vélo couché et du cirque Arlette Grus qui fait étape à Grenoble. Bonne soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.